Je suis Chloé, j'ai 24 ans et je suis une jeune femme qui vit modestement à Lyon, travaillant comme assistante de communication dans une petite agence après avoir obtenu mon master. Toute cette histoire a commencé il y a environ 4 ans, mais je dois d'abord vous expliquer quelques détails pour que tout prenne sens. Nous avions, en apparence, ce que tout le monde appellerait la famille parfaite, du moins sur le papier. Mon père, Olivier, 55 ans, que tout le monde appelle Oli, a fondé cette entreprise de restauration de monuments historiques juste après avoir épousé ma mère, Isabelle. Ils étaient mariés depuis 27 ans. Ma mère vient d'une grande famille catholique de la région de Bordeaux. Elle a 5 sœurs, et elles étaient incroyablement proches, au point de se compléter les phrases. Sa sœur cadette, Sophie, était toujours présente quand j'étais enfant. C'était cette tante cool qui me glissait des desserts supplémentaires et me couvrait quand je faisais des bêtises d'adolescente. Nous vivions dans une jolie maison dans un quartier résidentiel de Lyon 6e, rien d'extravagant, mais confortable. L'entreprise de mon père a vraiment décollé quand j'avais environ 12 ans, et soudain, nous vivions très bien, des vacances annuelles sur la Côte d'Azur, des voitures neuves, ce genre de choses. Maman était très impliquée dans la vie de la paroisse et organisait ces grands événements caritatifs que tout le monde connaissait en ville. Tante Sophie enseignait en maternelle à l'école primaire locale, et tous les parents l'adoraient parce qu'elle était si douée avec les enfants. Chaque dimanche, sans faute, nous avions ces immenses dîners de famille. Tout le monde devait être là, sauf si on était littéralement à l'hôpital. Papa allumait son grill de luxe, celui pour lequel il avait dépensé beaucoup trop d'argent sans vouloir l'admettre, et toutes mes tantes apportaient leurs plats spéciaux. Sophie préparait toujours ce gratin dauphinois incroyable pour lequel tout le monde se battait. Je me souviens d'un dimanche, peut-être 6 mois avant que tout n'éclate, où mon cousin Thomas, le fils de Sophie, a fait une blague sur le fait que sa mère envoyait des textos à quelqu'un ces temps-ci. Sophie est devenue très bizarre à ce sujet et a dit que c'était juste des trucs de travail. Mon père a renversé son verre juste après. Je n'ai pas vu les signes à l'époque, mais le jour où tout a explosé est gravé dans ma mémoire pour toujours. C'était notre barbecue annuel du 14 juillet. Tout le monde était là. Toutes mes tantes, oncles, cousins, même quelques voisins. On faisait toujours cette grande fête où les gens venaient et partaient toute la journée. Papa était étrange tout le temps. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de s'éloigner pour prendre des appels professionnels, ce qui était bizarre, car c'est le 14 juillet. Quel travail de restauration se fait le jour de la fête nationale ? Sophie était en retard, ce qui était super étrange pour elle car elle est habituellement la première arrivée pour aider à tout installer. Quand elle est finalement arrivée, elle était toute agitée, disant qu'il y avait des bouchons sur l'autoroute près de la banlieue. Bien sûr. Elle a posé son téléphone sur la table pour aider à sortir de la nourriture. Et c'est là que c'est arrivé. Mon cousin Thomas, qui avait 16 ans à l'époque, a attrapé ce qu'il pensait être son téléphone. Ils avaient la même coque bleue pour iPhone. Il allait montrer quelque chose à sa petite amie sur TikTok ou quoi que ce soit. Mais quand il l'a ouvert, mon Dieu, les voilà. Des centaines de messages entre mon père et Sophie. Pas juste des messages normaux non plus, comme des trucs explicites, des photos, des plans pour se voir. Des messages sur le fait qu'ils étaient faits pour être ensemble et qu'ils trouveraient un moyen de le dire à tout le monde bientôt. Thomas a juste pété un câble, il s'est mis à crier sur sa mère juste là dans le jardin. Tout le monde est venu en courant pour voir ce qui n'allait pas, et il a simplement brandi le téléphone et a commencé à lire les messages à voix haute. Je n'ai jamais rien vu de tel que ce qui s'est passé ensuite. Mes cousins criaient. Mes tantes pleuraient. Mon oncle Marc, le mari de Sophie, avait l'air de vouloir vomir. Je suis restée là, figée, regardant ce cauchemar se dérouler en temps réel. Je n'aurais jamais pensé que mon père irait aussi loin. Je veux dire, lui et ma mère étaient mon roc, mon filet de sécurité, la seule chose sur laquelle je pensais pouvoir toujours compter. Mais maintenant, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû les fourrer dans mes poches. Et ce sentiment étrange de détachement m'a envahi, comme si je regardais la famille de quelqu'un d'autre s'effondrer sur un écran de télévision plutôt que d'être témoin de l'écroulement de mon propre monde. Le pire n'était même pas les cris ou les pleurs. C'était ces quelques secondes de silence de mort après que Thomas ait fini de lire le dernier message. Puis Sophie a laissé échapper un son. Quelque chose entre un rire et un sanglot, et tout a explosé.
C'est là que j'ai compris. Vraiment compris au plus profond de mes entrailles. Notre famille ne serait plus jamais la même après ce moment. Certaines choses, on ne peut tout simplement pas les recoller une fois qu'elles sont brisées. Et ma mère, mon Dieu, ma mère est restée là, complètement figée. Elle tenait une assiette de salade de pommes de terre et elle continuait à la tenir, fixant le vide pendant que Sophie essayait d'arracher le téléphone des mains de Thomas. La salade de pommes de terre a lentement glissé de l'assiette et personne n'a bougé pour nettoyer. C'est ce dont je me souviens le plus clairement. Cette masse de salade de pommes de terre posée là sur l'herbe pendant que toute ma famille implosait. Papa a essayé de dire que ce n'était pas ce que cela semblait être. Classique, n'est-ce pas? Mais ensuite Sophie s'est mise à pleurer et a dit qu'il ne voulait pas que cela arrive. Ils sont juste tombés amoureux et ne savaient pas comment le dire à qui que ce soit. Sophie a même eu l'audace de dire devant tout le monde, y compris ma mère, qu'elle et papa avaient une vraie connexion depuis longtemps qui ne pouvait être niée. Je me souviens encore du son qu'a fait ma mère. Ce n'était même pas vraiment un cri ou un hurlement, juste ce bruit de halètement étrange, comme si quelqu'un venait de la maintenir sous l'eau. Puis elle s'est simplement retournée, est entrée, est allée dans sa chambre et a fermé la porte à clé. Nous ne le savions pas à l'époque, mais c'était à peu près la dernière fois qu'elle serait elle-même pendant longtemps. Le barbecue s'est évidemment terminé là. Tout le monde est parti sauf Marie, la sœur aînée de ma mère, qui est restée pour essayer de parler à maman à travers la porte. Papa a fait ses valises et est parti pour laisser tout le monde digérer les choses. Sophie s'est enfuie en pleurant avec Thomas qui criait après elle. Et je suis restée assise sur notre porche arrière pendant des heures, fixant cette stupide salade de pommes de terre sur le sol, essayant de comprendre comment toute ma vie venait de s'effondrer en l'espace d'environ 15 minutes. Les jours suivants le barbecue était juste bizarre, comme ce drôle de limbo où personne ne savait quoi faire. Maman ne sortait pas de sa chambre sauf pour aller aux toilettes, et même là, elle attendait d'être sûre que j'étais endormie. Je pouvais l'entendre marcher la nuit, faire les 100 pas, encore et encore pendant des heures. Je laissais de la nourriture devant sa porte, et parfois elle avait disparu quand je vérifiais plus tard, mais la plupart du temps elle était intacte. Papa n'arrêtait pas de m'appeler et de m'envoyer des SMS. Il logeait dans un hôtel à Lyon et m'envoyait de longs messages pour dire que les choses n'étaient pas toujours noires et blanches, et que parfois la vie est compliquée. Sérieusement, c'est ce qu'il avait à dire ? Il a même essayé de me convaincre que lui et Sophie avaient lutté contre leurs sentiments pendant des années, mais avaient finalement réalisé qu'ils étaient des âmes sœurs. Il voulait que je comprenne que ce n'était pas juste une aventure sordide, comme si cela rendait les choses meilleures. Sophie était encore pire. Elle a commencé à se présenter chez nous à des heures impromptues, essayant d'expliquer les choses à maman par la porte de la chambre. Elle se tenait là, pleurant combien elle était désolée tout en disant des choses comme « Mais tu dois comprendre, Isabelle. Quand l'amour est réel, tu ne peux pas le combattre. » J'ai dû littéralement menacer d'appeler la police pour la faire partir. Les choses se sont vraiment gâtées environ 2 semaines plus tard. J'étais au travail quand notre voisine m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait relevé notre courrier et avait remarqué que la voiture de maman n'avait pas bougé depuis des jours. Et elle pouvait voir par la fenêtre de l'étage que maman était juste assise dans la même chaise, sans bouger. Je me suis précipitée à la maison et j'ai trouvé maman exactement comme ça, juste assise dans le noir, toujours dans les mêmes vêtements du barbecue, fixant une vieille photo de famille prise à Disneyland Paris. Elle ne répondait pas quand je lui parlais. Ne clignait même pas des yeux. Fixant juste cette photo. J'ai essayé de l'aider à se relever et c'est là que j'ai réalisé qu'elle avait une forte fièvre due à une infection massive. J'ai appelé le 15, SAMU, immédiatement. Les ambulanciers ont dit qu'elle était gravement déshydratée et qu'elle avait une fièvre très élevée à cause d'une infection massive. Il s'avère qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pour sa maladie auto-immune depuis 2 semaines. L'hôpital a été un cauchemar. Ils l'ont admise au service psychiatrique après qu'elle ait eu une crise complète aux urgences, hurlant qu'elle avait tout donné à Sophie, l'avait aidée à payer ses études, l'avait laissée vivre chez nous gratuitement quand elle avait divorcé de son premier mari, et lui avait même trouvé son poste d'enseignante à l'école. Le médecin a dit que c'était un épisode dépressif sévère déclenché par un traumatisme aigu. Et vous savez ce que Sophie a fait ? Elle a en fait dit au médecin que maman avait toujours été instable et avait eu des épisodes quand elle grandissait. Des mensonges complets.
Elle a même essayé de suggérer que peut-être les problèmes mentaux de maman étaient la raison pour laquelle papa s'était tourné vers elle pour trouver du réconfort. Le médecin a rapidement mis fin à ça. Mais le fait qu'elle ait même essayé ça, mon Dieu. Mes tantes, à l'exception de Sophie, bien sûr, se relayaient pour rester avec maman à l'hôpital. Marie, Patricia, Catherine et Élise, elles ont toutes réaménagé leur vie pour s'assurer que quelqu'un était toujours là. Mais les dégâts étaient faits. Maman ne parlait à personne sauf au médecin. Elle restait allongée en pleurant ou fixant le vide. Pendant ce temps, mon père ne s'en souciait pas. Lui et Sophie emménageaient déjà ensemble. Ils ont pris un appartement en utilisant l'argent de l'entreprise de papa. Sophie a démissionné de son poste d'enseignante car soudain, elle était trop stressée pour travailler. Ils ont commencé à publier sur les réseaux sociaux sur un nouveau départ et le choix du bonheur. Le pire était la façon dont ils ont commencé à répandre leur version des faits dans la ville. Sophie a dit à tout le monde à l'église que maman avait fait fuir papa en étant froide et distante. Elle a dit que maman était obsédée par son travail caritatif et qu'elle négligeait papa. Elle a même suggéré que maman était au courant d'eux depuis des mois, mais faisait semblant de ne pas remarquer parce qu'elle préférait jouer la victime. Thomas, le fils de Sophie, traversait une période très difficile. Il vivait à temps plein avec son père, l'ex de Sophie, et refusait de voir sa mère. Mais Sophie a réussi à tordre cela aussi, disant aux gens que c'était moi qui avais empoisonné l'esprit de Thomas contre elle et papa. Non, Sophie. Je suis presque sûre que tu as fait ça toute seule quand tu as détruit nos familles. À la fin du premier mois, il était clair que maman n'allait pas rentrer à la maison de sitôt. Les médecins ont recommandé un établissement de soins de longue durée, nous sommes donc allés dans un autre hôpital psychiatrique. J'ai dû faire quelques-uns de ces cartons pour l'Y emmener. Et trouver des vêtements pour elle m'a brisé. Tous ses vêtements normaux, son pull préféré, son jean de jardinage, sa robe d'église du dimanche, tous suspendus là dans le placard comme si tout allait bien. Comme si elle allait revenir à tout moment pour les porter à nouveau. C'est là que j'ai vraiment compris que plus rien ne serait jamais normal. Notre famille avait disparu, et les personnes qui l'avaient détruite passaient déjà à autre chose comme si de rien n'était. Tandis que le reste d'entre nous était laissé à essayer de ramasser les morceaux qu'ils avaient brisés, la vie est entrée dans cette étrange routine après que maman soit partie à l'hôpital. J'allais lui rendre visite tous les mercredis et dimanches après le travail. Le médecin a dit qu'avoir un horaire régulier l'aiderait à se sentir plus stable. Au début, elle ne parlait pas beaucoup pendant les visites, se contentant de hocher la tête ou de secouer la tête. Mais après environ 3 mois, elle a commencé à avoir des jours où elle me regardait réellement quand je parlais de mon travail ou de ce qui se passait avec mes cousins. Puis Sophie a lâché sa première bombe. Elle a publié tout ça sur Facebook avec une photo d'échographie. Non seulement enceinte, mais enceinte de jumeaux. La publication parlait des bénédictions de Dieu et de l'amour qui trouve toujours un chemin et de la façon dont elle et papa étaient fous de joie. Elle a tagué à peu près tout le monde que nous connaissions, y compris les sœurs de maman et certaines amies de maman de l'église. Qui fait ça? J'ai appris plus tard par ma cousine Lisa que Sophie avait en fait arrêté sa pilule contraceptive des mois avant que l'adultère ne soit révélé. Elle avait dit à Lisa qu'elle espérait un accident parce qu'elle pensait qu'un bébé ferait quitter maman à papa. Je suppose qu'elle a eu son souhait et même plus. Papa est devenu complètement fou avec la nouvelle de la grossesse. Il a commencé à publier des mises à jour quotidiennes sur sa famille qui grandissait et appelait les jumeaux leur bébé miracle. Il a même eu l'audace de m'envoyer un message pour me demander si je voulais les aider à installer la chambre des jumeaux dans leur nouvelle maison. Oui, ils ont acheté une maison immense à Villeurbanne en utilisant l'argent de son entreprise. J'étais choquée par la somme d'argent que papa tirait de cette entreprise. L'entreprise de restauration allait bien, mais pas au point d'acheter des maisons d'1 million d'euros, d'accord? Les médecins de maman ont dû ajuster ses médicaments quand elle a appris la grossesse. Elle a recommencé à ne pas manger pendant un moment. La seule chose qui semblait aider, c'était quand Thomas a commencé à lui rendre visite. C'était comme si elle pouvait supporter d'entendre parler de la vie qui continuait de la part de lui parce qu'il souffrait aussi. Mais Sophie et papa ne me laissaient pas tranquille. Ils continuaient de se présenter à mon appartement sans prévenir. Sophie se tenait là avec sa main sur son ventre, parlant de la façon dont les jumeaux auraient besoin de leur grand frère et de la façon dont la famille doit rester unie dans les moments de joie.
La femme avait détruit la vie de sa sœur et agissait comme si nous devions tous célébrer. La vraie folie a commencé quand elle était enceinte d'environ 7 mois. Elle a commencé à m'appeler plusieurs fois par jour pour m'aider avec les jumeaux après leur naissance. Elle disait qu'elle et papa étaient trop occupés avec l'entreprise et qu'ils auraient besoin de quelqu'un pour garder les bébés 3 jours par semaine. Quand je ne répondais pas à ses appels, elle m'envoyait par email de longs messages culpabilisants sur le fait que les enfants sont innocents et que je punissais des bébés pour des problèmes d'adultes. Puis les jumeaux sont nés, Emma et Ethan. Et Sophie a commencé cette histoire où elle m'envoyait des photos quotidiennes des jumeaux avec des légendes comme leur grand frère nous manque ou ils attendent que l'oncle James vienne les rencontrer. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée à l'envoi de vidéos d'eux pleurant avec des messages disant qu'ils pouvaient sentir que leur famille était incomplète. C'était de la pure manipulation émotionnelle. Le pire, c'était quand ils ont commencé à se présenter à mon travail. Sophie venait avec les jumeaux pendant ma pause déjeuner, pleurant dans le hall en disant à quel point la garde d'enfants était chère et qu'ils avaient besoin d'aide familiale. Mes collègues étaient super mal à l'aise. Mon patron a même proposé d'appeler la sécurité quelquefois, mais je craignais que cela ne rende tout plus compliqué. Papa a essayé une approche différente. Il a commencé à parler de faire de moi un associé dans son entreprise, disant qu'il avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance pour aider à gérer les choses pendant qu'il se concentrait sur sa nouvelle famille. Il a dit qu'il me donnerait une participation de 25% si j'acceptais de venir travailler avec eux et d'être là pour les jumeaux. Avec le recul, cette offre me fait rire maintenant compte tenu de ce que je sais sur l'entreprise. Ils ont même recruté des gens pour me faire pression. Sophie disait aux gens à l'église que je refusais de reconnaître mes propres frères et sœurs et que je laissais la jalousie empoisonner ma relation avec des enfants innocents. Quelques dames de l'église sont même venues à mon appartement pour me conseiller sur le pardon et les obligations familiales. J'ai dû changer de supermarché parce que je continuais à croiser ces gens qui essayaient de me faire la morale. Ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand Sophie a commencé à se comparer à maman. Elle disait des choses comme « Je suis une meilleure mère que Sarah ne l'a jamais été, et au moins je suis émotionnellement disponible pour mes enfants. » Elle a même dit aux gens que les jumeaux avaient de la chance de ne pas avoir maman dans leur vie parce qu'ils méritaient mieux que son instabilité. J'étais absolument dégoûtée par son audace. Au moment où les jumeaux avaient 6 mois, Sophie et papa avaient élaboré tous leurs fantasmes. Ils voulaient que je prenne les jumeaux tous les week-ends pour qu'ils puissent avoir du temps en couple. Ils ont dit que ce serait un bon entraînement pour quand j'aurai mes propres enfants. Sophie a même commencé à dire aux gens qu'elle réservait une chambre dans leur maison pour moi. Comme si elle pensait vraiment que je voudrais faire partie de leur petit monde désordonné. Je n'arrêtais pas de penser à maman assise dans sa chambre d'hôpital, suivant une thérapie de groupe et prenant ses médicaments, essayant lentement de se reconstruire pendant que ces deux-là jouaient à la famille heureuse avec la preuve de leur trahison. C'est là que j'ai vraiment commencé à prêter attention au dossier de l'entreprise de papa. Pas parce que je planifiais quelque chose à ce moment-là. J'avais juste besoin de quelque chose de concret sur quoi me concentrer en dehors de leur chantage émotionnel constant. Alors, j'ai commencé à examiner les trucs de l'entreprise juste pour me distraire de tout le drame des jumeaux. Mais mon Dieu, je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. Au lycée, j'avais aidé papa avec les livres pendant les vacances d'été, faisant principalement de la saisie de données de base et du classement. Je me souvenais avoir vu des choses étranges, mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. J'étais juste une étudiante idiote contente de gagner un peu d'argent supplémentaire. Mais maintenant, en regardant tout avec des yeux neufs, les choses ne collaient pas, littéralement pas, je commençais à remarquer ces schémas dans les factures. Il y avait des travaux listés pour beaucoup plus de matériaux qu'il n'en faudrait réellement pour ce type de projet. Il y avait aussi ces sociétés de sous-traitance étranges qui continuaient d'apparaître dans les dossiers. Je les ai cherchés sur Google et je n'ai rien trouvé. Absolument rien. Pas de site web, pas d'enregistrements commerciaux, rien. Mais l'entreprise de papa leur payait apparemment des centaines de milliers d'euros pour des travaux. J'avais toujours accès à la plupart des dossiers numériques de l'entreprise depuis que j'avais aidé à configurer leur réseau. Papa n'a jamais été doué avec les ordinateurs et n'a apparemment jamais pris la peine de révoquer mon accès. J'ai commencé à télécharger tout ce que je pouvais trouver. Relevés bancaires, factures, dossiers de paie, tout. Plus je creusais, plus c'était grave.
J'ai trouvé des chaînes de mails super louches entre papa et un type nommé Steve sur le fait de passer par les canaux habituels et de garder les papiers propres. Il parlait de paiement en espèces à des ouvriers qui n'étaient certainement pas des résidents légaux. Papa les payait bien en dessous du salaire minimum et empoche la différence entre cela et ce qu'il facturait aux clients. Mais ensuite, j'ai trouvé cette feuille de calcul enfouie dans un dossier aléatoire. C'était essentiellement un second jeu de livres montrant les chiffres réels par rapport à ce qui était déclaré à l'administration fiscale, URSSAF ou impôts. Apparemment, papa sous-déclarait ses revenus de millions d'euros au fil des ans. Il avait tout un système de fausses entreprises mises en place pour faire croire qu'il payait des services et des matériaux, mais l'argent revenait en fait sur ses propres comptes. Vous vous souvenez de cette belle maison qu'ils ont achetée? Oui. Il s'avère qu'ils ont utilisé une partie de cet argent caché pour la compte. Le nom de Sophie n'était même pas sur l'acte. Probablement parce que papa savait que mettre son nom dessus rendrait plus facile le traçage de l'argent. J'ai aussi trouvé des emails entre Sophie et papa d'avant que tout n'éclate, parlant de la façon dont ils pourraient utiliser l'entreprise pour commencer leur nouvelle vie. Elle l'aidait en fait à déplacer de l'argent. Même avant qu'elle ne commence officiellement à travailler là-bas, il y avait ces longues chaînes de mails sur la création de nouveaux comptes bancaires et le transfert de fonds. Pendant que je trouvais tout cela, ils continuaient d'essayer de me forcer à faire partie de leur vie. Sophie envoyait ses longs SMS sur la façon dont les jumeaux grandissaient si vite et comment je manquais des moments précieux. Pendant ce temps, j'étais assise là à regarder des preuves qu'elle avait aidé papa à voler des millions d'euros. Plus je creusais, plus il devenait évident que ce n'était pas juste une petite évasion fiscale. C'était tout un système de fraude que papa gérait depuis des années. Il avait de faux employés sur la paie, blanchissait de l'argent par le biais de sociétés écrans, et mettait probablement des gens en danger avec toutes les coupes budgétaires sur les matériaux de construction. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est de découvrir qu'il avait commencé à intensifier la fraude au moment où il avait commencé à voir Sophie. Comme s'il savait qu'il aurait besoin d'argent supplémentaire pour établir sa nouvelle vie avec elle. Alors, il a juste commencé à voler davantage. Il y avait d'énormes pics dans les coûts des matériaux qui coïncidaient avec le fait qu'il achetait des bijoux à Sophie ou l'emmenait en escapade de week-end que maman ignorait. J'ai commencé à tenir un journal détaillé de tout ce que j'ai trouvé. J'ai téléchargé des copies de tous les relevés bancaires montrant les transferts entre comptes. J'ai trouvé ces comptes offshore louches que papa avait créés. Ils déplaçaient de l'argent par leur intermédiaire, essayant de le cacher aux impôts. Pendant tout ce temps, j'allais voir maman à l'hôpital psychiatrique, la regardant essayer lentement de se reconstruire, et ces deux-là ne faisaient pas que profiter de l'argent de la fraude, mais planifiaient d'en voler encore plus. C'est là que j'ai réalisé que je ne pouvais plus garder cette information pour moi. Ils devaient faire face aux conséquences pour une fois dans leur vie. J'ai passé environ une semaine à conserver toutes ces preuves, essayant de décider quoi en faire. Une partie de moi voulait juste les envoyer anonymement aux impôts et m'en laver les mains, mais je savais que ce ne serait pas suffisant. Ces gens devaient savoir exactement qui les avait fait tomber et pourquoi. Le coup de grâce est arrivé un mardi matin ordinaire. Je me préparais pour le travail quand Sophie s'est présentée à mon appartement à 7 heures. Elle n'a même pas envoyé de message d'abord. Elle avait les jumeaux avec elle, tous les deux pleurant, et elle est entrée de force dès que j'ai ouvert la porte. Elle avait l'air d'une épave, n'avait même pas brossé ses cheveux, et a commencé à dire que leur nounou avait démissionné sans préavis. Probablement parce qu'il ne la payait pas correctement. Avec le recul, elle avait besoin que je prenne les jumeaux pour les 3 jours suivants parce qu'elle et papa avaient une réunion super importante avec des investisseurs potentiels. Quand j'ai dit non, elle s'est littéralement assise sur mon canapé et a refusé de partir. Elle a commencé à pleurer sur le fait qu'ils avaient des difficultés avec l'entreprise parce que personne ne voulait aider la famille et que les jumeaux avaient besoin de stabilité. Pendant qu'elle parlait, je regardais ces 2 bébés qui n'avaient aucune idée que toute leur vie était bâtie sur des mensonges. Je lui ai dit qu'elle devait partir. C'est là qu'elle a sorti son téléphone et a appelé papa, le mettant en haut-parleur. Il a commencé à s'emporter sur le fait que je trahissais la famille et que maman serait tellement déçue que je n'aide pas mes frères et sœurs. C'était ça. C'était le moment où j'ai craqué. Je me suis dirigée vers mon bureau, j'ai sorti l'un des disques durs où j'avais tout sauvegardé, et je l'ai juste brandi, leur disant que je savais tout sur l'entreprise, les fausses sociétés, le blanchiment d'argent, les pots de vin, tout ça.
Le visage de Sophie est devenu complètement blanc. Papa est devenu très silencieux au téléphone. Puis Sophie a essayé de faire comme si de rien n'était, disant « J'étais juste confuse au sujet des pratiques commerciales normales ». Papa est intervenu en essayant d'expliquer à quel point il est compliqué de gérer une entreprise de restauration et comment parfois il faut contourner certaines réglementations pour rester compétitif. Oui, je suis presque sûre que soudoyer des inspecteurs du bâtiment n'est pas une pratique commerciale normale. Papa, je leur ai tout exposé. Je leur ai dit exactement ce que j'avais trouvé. Sophie a commencé à paniquer, disant que j'inventais des choses parce que j'étais jalouse de sa nouvelle famille. Papa est passé en mode menace, disant qu'il s'assurerait que je ne travaillerais plus jamais à Lyon si j'essayais quelque chose de stupide. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que je leur ai montré l'email que j'avais déjà rédigé à la division des enquêtes criminelles de l'administration fiscale, avec les pièces jointes et un calendrier détaillé de la fraude. Je leur ai dit que j'avais aussi des copies de tout sauvegardé à plusieurs endroits. Donc, même s'ils essayaient de détruire les preuves, il était trop tard. Sophie a complètement perdu le contrôle. Elle a commencé à crier que j'essayais de détruire l'avenir de ses enfants, que j'étais maléfique de vouloir envoyer leur père en prison. Les jumeaux pleuraient, probablement effrayés par tous les cris. Elle les a attrapés et s'est enfuie, criant toujours que j'allais le regretter. Papa a continué d'appeler et d'envoyer des SMS pendant des heures après cela. D'abord, il a essayé de me raisonner, m'offrant de l'argent pour oublier ce que j'avais vu. Quand cela n'a pas fonctionné, il est passé aux menaces. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que j'avais aidé à la fraude, que j'avais accepté tout ça pendant des années. Mais j'avais la preuve que je n'avais pas été impliquée dans l'entreprise depuis ses jobs d'été à l'université. J'ai attendu jusqu'à exactement 9 heures quand les bureaux de l'administration fiscale ont ouvert, j'ai envoyé l'email avec tout ce que j'avais. Je me suis assurée de détailler comment je l'avais découvert et mon implication limitée il y a des années, juste au cas où papa essaierait de m'impliquer. Puis j'ai appelé ma tante Marie, je lui ai tout dit. Elle a fait une conférence téléphonique avec toutes mes autres tantes, à l'exception de Sophie. Évidemment, elles étaient choquées par la fraude, mais pas vraiment surprises. Apparemment, elles s'étaient toutes demandé comment papa et Sophie pouvaient se permettre leur train de vie. Les jours suivants ont été intenses. L'administration fiscale a répondu assez rapidement, voulant organiser un entretien. J'ai pris un avocat juste pour être sûre, même si je n'avais rien fait de mal. Papa et Sophie ont tous deux essayé de me contacter par tous les canaux possibles, envoyant même des gens de l'église à mon appartement. J'ai bloqué leur numéro, mais ils continuaient de créer de nouveaux comptes e-mail pour me contacter. Sophie a même créé de faux profils sur les réseaux sociaux pour essayer de m'envoyer des messages. Ils sont passés de la mendicité aux menaces en passant par la culpabilisation, parfois tout dans le même message. Cette nuit-là, je suis allée rendre visite à maman. Je ne lui ai pas encore dit ce que j'avais fait. Son médecin a dit qu'elle n'était pas prête pour ce genre de stress. Mais pour la première fois depuis des lustres, elle m'a réellement souri quand je suis entrée. Comme si elle savait que les choses allaient enfin changer. Les choses ont bougé beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu après l'envoi de cet email à l'administration fiscale. J'avais pensé que cela prendrait des mois, voire des années, pour que quelque chose se produise. Mais non. En moins de 2 semaines, les enquêteurs criminels de l'administration fiscale interrogeaient tous ceux qui avaient travaillé pour l'entreprise de papa. Le premier signe que les choses allaient vraiment mal, c'est quand le bureau principal de papa a été perquisitionné. Mon ami Mike travaille au café en face et m'a envoyé une vidéo d'agents sortant des cartons de dossiers. Papa a apparemment essayé de jouer la carte du calme, disant à tout le monde que ce n'était qu'un audit de routine, mais ensuite ils ont commencé à saisir les ordinateurs et les téléphones, et même la voiture de luxe de Sophie a été remorquée. Les enquêteurs ont trouvé beaucoup plus de choses que je ne le savais. Il s'avère que papa gérait toute une opération parallèle où il achetait des propriétés par le biais de sociétés écrans, utilisait son entreprise de restauration pour les rénover à bas prix tout en facturant des prix élevés sur papier, puis les revendait avec d'énormes profits qu'il ne déclarait jamais. Tout le système a commencé à s'effondrer lorsqu'un des contremaîtres de papa a décidé de coopérer avec l'enquête. Ce type, Tony, gardait ses propres dossiers de toutes les choses louches qui se passaient, probablement comme assurance. Il avait des détails sur les paiements en espèces aux travailleurs sans papier, les pots de vin des fournisseurs, tout.
L'avocat de papa a dû lui dire à quel point la situation était grave, car il a effectivement essayé de fuir. Littéralement essayé de s'enfuir. Il avait réservé des billets pour le Mexique pour lui, Sophie et les jumeaux. Les fédéraux les ont attrapés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Sophie criait si fort qu'ils ont dû évacuer une partie du terminal. Les nouvelles locales ont obtenu des images d'eux emmenés menottés pendant qu'un employé de l'aéroport tenait les jumeaux en pleurs. C'est là que tous leurs amis chics ont commencé à disparaître. Toutes ces personnes de l'église qui me harcelaient au sujet de la loyauté familiale ont soudainement affirmé ne s'être jamais soutenu papa et Sophie. Le club de tennis a annulé leur adhésion. Leurs voisins ont lancé une pétition pour protéger la valeur de leur propriété en les forçant à vendre leur maison. L'implication de Sophie est également apparue lors de l'enquête. Elle faisait des chèques à elle-même sur les comptes de l'entreprise, les faisant passer pour des services de conseil, mais utilisant en fait l'argent pour acheter des articles de designer et payer des hôtels de luxe où elle et papa se rencontraient pendant leur liaison. Elle avait même utilisé l'argent de l'entreprise pour payer des traitements de fertilité lorsqu'ils essayaient de concevoir les jumeaux. Les procureurs ont offert un marché à papa, 5 ans s'il coopérait et les aidait à retrouver tout l'argent. Son avocat lui a probablement dit de l'accepter car il a signé l'accord assez rapidement. Sophie n'était pas incluse dans l'accord, cependant, car elle a essayé de détruire des preuves après le début de l'enquête. Elle a supprimé un tas de mails et a essayé de déchiqueter des documents, ne réalisant pas que les fédéraux avaient déjà des copies de tout. Les services sociaux sont intervenus à cause des jumeaux. Ils les ont placés temporairement chez l'ex-mari de Sophie et sa nouvelle femme puisqu'ils avaient déjà l'expérience d'élever son enfant, Thomas. Sophie a complètement pété un câble quand elle l'a appris. L'entreprise de restauration de mon père a évidemment fait faillite. Tous les employés légitimes ont perdu leur emploi, ce dont je me sens mal, mais l'enquête a révélé que la plupart des employés récents n'étaient en fait que des noms sur papier. Papa déclarait des salaires pour des personnes qui n'existaient pas et empochait l'argent. Ils leur ont tout saisi. La maison, la voiture de Sophie, leur résidence de vacances dans le Maine, tous leurs comptes bancaires. La seule raison pour laquelle les jumeaux avaient encore des vêtements et des jouets, c'est parce que la belle-mère de Thomas. Oui, l'ex de Sophie s'est mariée, est allée à la maison avant sa saisie, et a emballé leurs affaires. Alors, pendant que papa était en prison fédérale, et que Sophie gérait ses propres problèmes juridiques, le vrai drame se déroulait dans notre famille élargie et notre communauté. Cette situation a divisé tout le monde en camps, et des gens que je connaissais depuis toujours ont commencé à montrer leur vrai visage. Ma cousine Lisa, du côté de ma mère, a créé ce groupe privé Facebook pour la guérison familiale ou quoi que ce soit. C'est devenu une véritable zone de guerre. Sophie a réussi à être ajoutée et a commencé à publier ses longs pamphlets sur la façon dont tout le monde l'abandonnait dans son heure de besoin et comment ses enfants souffraient sans leur système de soutien familial. Le truc, c'est que les jumeaux allaient en fait très bien avec l'ex de Sophie et sa femme Jenny. Jenny est psychologue pour enfants, elle sait donc comment les aider à s'adapter. Thomas commençait même à créer des liens avec ses demi-frères et sœurs, ce qui était plutôt incroyable compte tenu de ce qu'il ressentait au sujet de toute la situation au début. Mais Sophie ne supportait pas de voir son ex-mari élever ses enfants à nouveau. Elle a commencé à dire à tout le monde que Jenny essayait de la remplacer en tant que mère des jumeaux. Elle a même essayé de la dénoncer au juge des affaires familiales avec des histoires inventées sur la négligence. La travailleuse sociale a vu clair dans le jeu, cependant, surtout depuis que Jenny avait tout documenté depuis l'arrivée des jumeaux chez eux. Le pire, c'était de voir Sophie essayer de manipuler Thomas à travers tout ça. Elle a commencé à lui envoyer ces messages culpabilisants sur le fait qu'il abandonnait son frère et sa sœur en ne la défendant pas auprès de la famille. Thomas a fini par devoir commencer une thérapie pour gérer tout ça. Son père a finalement obtenu une ordonnance du tribunal pour obliger Sophie à cesser de contacter Thomas directement. Ensuite, il y a eu toutes ces personnes aléatoires qui sont sorties de nulle part prétendant que papa ou Sophie leur devait de l'argent. Comme ce type qui est apparu à mon appartement en disant que papa avait promis d'investir dans sa start-up. Une autre femme a dit que Sophie lui avait pris de l'argent pour l'investir dans l'entreprise de restauration. Il s'avère qu'il dirigeait toute cette arnaque, obtenant des investissements de personnes à l'église. Le plus dur n'est même pas la logistique de tout ça. C'est de regarder comment cela a fondamentalement changé qui nous sommes en tant que personnes.
Maman va mieux en thérapie, mais il y a une lourdeur en elle maintenant qui n'était pas là avant. Les médecins disent que c'est normal. Que la guérison ne signifie pas revenir à qui on était avant le traumatisme. Cela signifie apprendre à vivre avec ce qui s'est passé et construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux restants. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre famille à l'avenir. L'ancienne version de nous est partie, brisée au-delà de toute réparation. Mais peut-être que c'est bien. Peut-être que nous pouvons construire quelque chose de plus fort à partir des cendres de ce qu'ils ont incendié. Quelque chose qui n'inclut pas les personnes capables de blesser leur propre famille si profondément et de s'attendre toujours à ce que nous l'oublions. L'ironie, c'est que papa m'a toujours enseigné les conséquences, sur l'assomption de ses erreurs et l'acceptation de ce que l'on a fait. Je suppose que maintenant il apprend enfin cette leçon lui-même, un jour de prison à la fois. Quant à moi, je me concentre sur le rétablissement de maman et je laisse le système judiciaire faire son travail. Certaines personnes ne méritent pas une seconde chance de faire exploser votre vie. Pour l'instant, je me concentre à être là pour maman et à laisser les avocats s'occuper de tout le reste. Certains ponts, une fois brûlés, devraient rester des cendres. Pour commencer, je dois dire que la peine de papa aurait pu être prolongée parce qu'il continuait de trouver de nouveaux problèmes avec ses affaires. Il devait avoir une autre audience le mois prochain à propos de nouvelles preuves qu'ils avaient trouvées, mais cela n'arrivera pas maintenant. Il y a 3 jours, ils l'ont trouvé dans sa cellule. Enfin, le communiqué officiel dit que c'était auto-infligé. J'essaie toujours d'accepter ça. Le garde qui l'a trouvé a dit qu'il y avait une lettre, mais je ne l'ai pas encore lue. Je ne suis pas sûre de vouloir le faire. Sophie est complètement perdue. Elle s'est présentée à mon appartement à 3 heures du matin en criant que c'était moi qui avais fait ça. Elle a continué à hurler sur le fait que j'avais détruit notre famille et que je devrais vivre avec ça pour toujours. Je suis restée là à laisser tout ça s'imprégner. Honnêtement, je ne sais pas quoi ressentir. Devrais-je être triste, en colère, soulagée ? Il était toujours mon père, mais aussi la personne qui a détruit la vie de ma mère et volé des millions d'euros. La personne qui a détruit nos vies après avoir choisi d'avoir une liaison avec ma tante et s'être ensuite attendue à ce que tout le monde soit d'accord. La personne qui a essayé de me faire sentir coupable de ne pas vouloir jouer à la famille heureuse avec leur bébé de l'adultère. La réaction de maman a été inattendue. Quand je lui ai dit, elle est devenue très silencieuse et puis a dit, « Je lui pardonne. » Pas pour mon bénéfice ou le sien, a-t-elle dit, mais pour elle-même. Elle a dit que garder la colère ne l'aidait pas à guérir. Ses médecins disent que c'est en fait un développement très positif pour son rétablissement. Les jumeaux sont toujours chez l'ex de Sophie et Jenny. Sophie fait face à ses propres problèmes juridiques, risquant un minimum de 2 à 3 ans, donc ils resteront probablement là. Thomas a été incroyable avec eux. Il dit en fait qu'ils ne devraient pas payer pour ce que leurs parents ont fait. Les médecins de maman la surveillent attentivement pour s'assurer que cela ne déclenche pas un recul, mais elle semble plus forte que quiconque ne s'y attendait. Elle parle même de pouvoir rentrer bientôt à la maison. Elle dit qu'elle veut reprendre sa vie. Sophie fait toujours face à des accusations pour son rôle dans la fraude commerciale. Son avocat a essayé d'utiliser la mort de papa pour gagner la sympathie du juge, mais le procureur a des emails prouvant qu'elle était en fait celle qui avait trouvé certaines de leurs combines. Est-ce que se sentir soulagé fait de moi une personne terrible ? Une partie de moi est triste, mais une autre partie a l'impression que peut-être maintenant tout le monde pourra enfin commencer à guérir sans qu'il essaie de tout contrôler depuis la prison.